message des populations qui nous ont envoyés, qui nous ont mandatés là-bas, et également notre hiérarchie, c'est-à-dire le président de la République qui a bien voulu nous faire confiance en nous désirant, sinon en nous donnant cette facilité, cette possibilité d'être élus, d'être des élus de nos cantons. Je ne suis pas venue seule aujourd'hui, je suis accompagnée du conseil départemental de Mougouti, c'est-à-dire le président du conseil et ses vices, ses adjoints qui sont là avec nous. Nous avons pour cette occasion que nous ne pouvons pas être seuls, aller fêter seuls, aller partager un verre seul, sans pourtant qu'on puisse inviter. Comme vous pouvez le constater, Christiane Djengui, c'est notre député qui a été élu effectivement dans son canton, donc le premier canton de Séoussou. Donc c'est pour dire que la cérémonie de tout à l'heure, c'est pour venir communier effectivement avec la famille, avec les électeurs de UDB et toute sa famille. Et comme vous le savez, ça ne fait pas longtemps que l'Assemblée a ouvert ses portes. Effectivement, il y a au moins 4 lois et que l'urgence est là. C'est vrai que ce n'est pas encore débattu, mais c'est sur la table. D'ici peu, et que l'Assemblée va reprendre effectivement les travaux. Une opération de dépistage en Ngoni. C'est par cette activité que le programme multisectoriel de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles du Haut-Ogooué a lancé sa campagne de sensibilisation. La population de l'Ekabilolo a marqué par son adhésion. J'ai eu cette information et je suis venu contrôler aussi mon corps. On est humain, on ne peut pas fuir la réalité, parce qu'on fuit la réalité, on se tue soi-même. Que vaut mieux connaître son statut que de vivre dangereusement. Il m'a regardé comme ça et c'est venu me regarder, je suis content. Les dépistages, c'est vraiment important. La sortie en Ngoni, avec la collaboration du Centre de traitement ambulatoire de Franceville et des autres partenaires, a connu un franc succès pour les acteurs de la lutte anti-sida du Haut-Ogooué. Ils sortent de là, pas seulement, non pas avec leur statut sérologique connu, mais aussi avec des informations qui sont très très primordiales dans la prise en charge de la personne vivant ou bien la personne ne vivant pas avec le VIH-Sida. Une attitude responsable de la population face au sida, c'est l'objectif visé par le PMLS. Nous espérons qu'après ces moments, ils vont adopter donc des comportements responsables en ce qui concerne l'usage correct et systématique du préservatif, la fidélité mutuelle, mais aussi et surtout l'abstinence pour nos jeunes gens qui ont besoin de vivre encore loin de la sexualité active et irresponsable. La sensibilisation en Ngoni a été appuyée par la distribution des préservatifs. Les mandés de toutes les tranches d'âge et différentes couches sociales se sont pliés à l'opération de dépistage organisée sur la place du Petit Marché de la Cité minière à l'occasion de la campagne annuelle de lutte contre le VIH-Sida dans le Haut-Ogooué. C'est important de faire les dépistages pour connaître réellement ton statut. Je suis contente parce que j'ai reçu mon test. De temps en temps, c'est quelque chose qu'il faut toujours faire. C'est bien de connaître son statut parce qu'au moins tu peux prendre les médicaments sur une maladie comme tout autre. C'est nettement mieux de connaître son statut que de vivre dans la culpabilité en fait. La forte participation de la population, une preuve de l'adhésion du public aux actions de lutte anti-sida. Les actions que nous menons en termes de prévention portent du fruit. Cela montre également que la population athénobélienne a compris que le VIH-Sida est toujours une préoccupation, est toujours présent et qu'il est important pour chacun à son niveau de pouvoir être responsable. Dans une cité de Mwanda avec une population en majorité jeune, le message de la responsabilité est resté de mise. La jeunesse, il faut le dire, constitue l'une des cibles les plus vulnérables. Et puisqu'elle est vulnérable, il est important que chacun sache réellement son statut parce que ce n'est pas seulement une affaire de sexualité, le VIH-Sida. Le VIH-Sida, c'est plusieurs paramètres. Et donc, on a souvent eu le comportement à risque qui nous amène aujourd'hui à se demander est-ce que je suis infecté?
Menée par le programme multisectoriel de lutte anti-sida du Haut-Ogooué, la campagne de sensibilisation en mandat a reçu le soutien des autorités de la ville. Ils sont enseignants, conseillers pédagogiques ou responsables administratifs. Tous ont participé à ce séminaire de formation axé sur l'orientation scolaire, un outil essentiel pour accompagner les élèves dans leurs choix académiques et professionnels. Oui, ce séminaire est bénéfique. Vous savez, c'est un ancien programme. Il était question d'identifier tous les établissements, tous les élèves, de façon à ce qu'il n'y ait plus de fraude, qu'il n'y ait plus la possibilité pour un enfant qui n'est pas passé en classe supérieure, par exemple, de se retrouver en classe supérieure. Nous avons été bien éclairés en nous disant que l'enfant soit orienté, il va falloir remplir certains critères, et lesquels sont, l'établissement doit d'abord être identifié. Cette identification-là permettra à ce que l'enfant aussi soit identifié et que lorsque les deux unis permet à ce que l'orientation soit faite de manière correcte. À travers des modules pratiques et théoriques, les participants sont outillés pour mieux orienter les apprenants en tenant compte des réalités du système éducatif. Nous avons lancé une campagne d'information et de sensibilisation des responsables d'établissement sur les questions d'orientation, notamment sur les procédures d'orientation. Nous avons ici à OIM décidé de nous y rendre pour effectivement échanger avec les promoteurs des établissements et les directeurs d'école. Le lieu de se déplacer se trouvant à OIM, les chefs d'établissement, vous les avez vus si nombreux, sont partis de tous les horizons pour se retrouver ici. Est-ce que derrière eux, il n'y a pas eu cours? C'est vous qui me l'annoncez. Non, c'est à moi de voir peut-être à partir de demain, non reprise de cours dans le bassin pédagogique. À travers ce séminaire, la direction de l'Académie provinciale du Wolentem réaffirme son engagement en faveur d'un accompagnement efficace des apprenants. Une initiative saluée par les participants qui repartent mieux outillés pour guider l'avenir scolaire des jeunes. Le collectif des agents du ministère de l'Intérieur ayant pris part aux différentes opérations électorales, législatives et locales 2025 dans la province de Langounié, observe un mouvement d'humeur depuis plusieurs semaines. Ils revendiquent le paiement intégral de leur per diem. Impayés sont les omissions de la première phase de la révision de la liste électorale. Impayés sont les 2 phases de distribution des cartes d'électeurs. Impayés sont les primes de délivrance des engagements décennaux. À l'entrée et au sein du gouvernorat, des pancartes et des banderoles présentent le même message. Pas de paiement de per diem, pas de travail, une grogne sociale qui pourrait perturber le bon fonctionnement de l'appareil administratif de la province de Langounié. Les 8 jours de préavis arrivés à terme sans satisfaction des revendications suscitées, un mouvement d'humeur et un service minimum a été mis en place à partir du 15 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 21 et 22 de la loi 18/92 du 18 mai 1993, fixant les conditions et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l'État dans l'exercice du droit de grève. Pour l'équilibre de l'information, nos équipes se sont rapprochées auprès des autorités locales qui nous ont confié être au parfum de la situation et que des rapports avaient été dressés aux plus hautes autorités de la République en vue d'un dénouement heureux de ce mouvement d'humeur. La cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national en présence des autorités civiles et militaires de la province du Wolentem. Cette cérémonie concernait les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale et du corps autonome de la sécurité pénitentiaire promus au grade supérieur à compter du 1er janvier 2026. Dans son allocution, l'autorité militaire a rappelé que le grade obtenu n'est pas indu, mais le fruit d'efforts constants de discipline et de dévouement au service de la nation. Le grade que vous venez d'arborer n'est pas indu. Il est le fruit de vos efforts constants, de votre discipline et de votre attitude à commander ou à servir avec distinction. Chaque galance supplémentaire est le témoin d'une épreuve surmontée, d'une mission accomplie et d'une compétence affirmée. Les vives félicitations des plus hautes autorités de l'État, au premier rang desquelles son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement et chef suprême des forces de défense et de sécurité, ont été transmises aux promus. Je vous transmets les vives félicitations de nos chefs
en tête desquels son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Cette cérémonie de port de galon consacre le mérite, la discipline et le sens du devoir. Les promus sont appelés à exercer leurs nouvelles responsabilités dans l'exemplarité, la bienveillance et l'exigence. Le Gabon a-t-il encore une équipe nationale? Non, tout du moins d'après le gouvernement. Le parcours des Panthères, 3 défaites en 3 matchs et une élimination au premier tour de la CAN 2025, a été visiblement mal vécu au plus haut sommet de l'État. À tel point que les autorités politiques du pays ont décidé de sanctionner l'équipe technique et les joueurs. Compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères, le gouvernement décide de la dissolution du staff technique, de la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, de la mise à l'écart des joueurs Bruno Ekwelemanga et Pierre-Emerick Aubameyang. Une intervention directe du gouvernement gabonais qui rappelle combien le sort des sélections nationales peuvent contrarier les plus hautes sphères du pouvoir et devenir un enjeu politique. 1974, Allemagne, celle de l'Ouest, la RFA. Cette année-là, le Zaïre de Joseph Désiré Mobutu est la première nation d'Afrique subsaharienne à participer à un mondial. Pour celui qui a pris le pouvoir près de 10 ans plus tôt, après un coup d'État, l'histoire qu'il entend écrire commence bien. Les Léopards sont alors champions d'Afrique pour la 2e fois et il s'en sert de vitrine pour afficher sa réussite. Pour le dictateur Mobutu, d'avoir ces léopards au mondial, pour lui, c'est l'extase totale. Enfin, il va pouvoir montrer à son peuple asservi qu'il est un grand dirigeant parce qu'il a une très belle équipe. Problème, à l'époque, les joueurs qui ne touchent pas de salaire fixe sont révoltés. Une fois de plus, les primes qui leur étaient promises ne leur sont pas versées. Les léopards vont décider de faire la grève du jeu. Le gardien va faire la grève des arrêts. Et ils vont jouer le plus lentement possible. Ce qui fait qu'ils vont prendre l'une des plus belles tôles de l'histoire du mondial avec un beau 9-0 contre la Yougoslavie. Lorsqu'ils vont rentrer au pays, ils seront victimes d'une répression redoutable de la part de Mobutu et de ses sbires. Si bien qu'il y a Molomba qui finira, après avoir échappé à un meurtre et avoir perdu son fils tué par les hommes de Mobutu, qui finira par s'exiler en Afrique du Sud comme un SDF, mais au moins il aura sauvé sa peau. En 2000, le retour au pays ne sera pas moins traumatisant pour les éléphants ivoiriens, éliminés dès le premier tour de la CAN. À ceux qui ont osé le décevoir, Robert Guéhi, le putschiste au pouvoir depuis son coup d'État quelques semaines plus tôt, réserve une surprise. Il fait envoyer les joueurs dans un camp militaire pour leur inculquer la discipline et l'honneur de défendre les couleurs. Une séquence que Ghislain Akassou analyse à l'aune de l'actualité gabonaise. Le président Guéhi Robert qui s'occupait de la transaction avec son idée militaire et il a voulu prendre des sanctions contre nous, mais le football, et il y a l'ingérence aussi de la politique dans le football que la FIFA ne tolère pas. Je pense que les différents gouvernements doivent plutôt aider au développement du sport pour le bien-être de la jeunesse au lieu de s'ingérer dans certaines décisions parce que chaque pays a une fédération avec laquelle elle peut prendre quand même des décisions ou un ministère qui travaille en harmonie avec la fédération pour prendre des décisions adéquates. Les lois de la FIFA sont pourtant claires concernant les associations de football de chaque pays qui doivent diriger leurs affaires en toute indépendance afin d'éviter toute forme d'interférence politique.